Prison, M. Poniatowski estime que la réforme est actuellement empêchée par les prisonniers eux-mêmes. Elle n'aboutira qu'après le retour au calme. Les pouvoirs publics ne céderont ni au chantage ni aux pressions. M. Chirac, au cours de son séjour au Danemark, a parlé d'une coopération européenne, allant même, a-t-il dit dans certains secteurs, jusqu'au transfert de souveraineté. Natation, début des championnats de France qui se dérouleront jusqu'à dimanche à la piscine des Tourelles Georges Vanneray à Paris et qui sont associés aux critériums nationaux des jeunes. Départ en vacances, beaucoup de monde sur les routes et un très grand effort de la SNCF. Nous vous ferons visiter les coulisses de la gare d'Austerlitz à Paris en ces journées de pointe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. 1er août, c'est un jour de très nombreux départs en vacances et aussi de nombreux retours. Sur la route, ne soyez pas trop pressés. Bien que les choses n'aillent pas trop mal, il y a encore de nombreux bouchons, notamment aux abords de la frontière espagnole et à Saint-André de Cubzac, ainsi qu'entre Montpellier et Perpignan. Beaucoup de gens partent par le train. On estime que pour la seule région parisienne, près d'1,5 million de voyageurs vont utiliser ou ont déjà utilisé depuis hier environ 1500 trains en 3 ou 4 jours. Cela suppose une exploitation précise et intelligente de la part des cheminots, ce qui ne surprendra personne, et cette utilisation est faite des possibilités maximales de la SNCF et sur divers plans. Régulation de l'intensité du trafic, utilisation du personnel et du matériel. En pénétrant à titre d'exemple dans les coulisses de la gare d'Austerlitz à Paris, celle qui dessert toute la région sud-ouest, Poitiers, Bordeaux, Hendaye, Brive, Limoges, Toulouse, les Pyrénées, etc., nous vous proposons de vous rendre compte comment vibre le réseau pendant les périodes de grand départ. Bon et Temple, 99 119. Bon, il était pour t'appeler, 99 119, il a fait 6 au 607. Il a fait 6 au 607, oui. Il est reparti à 11 avec la rampe. À 11 avec la rampe. 237 à 13. La 237 à 13, oui. Les cochers, le 4059 est passé, là. 7, là. À 17, oui. Le graphique théorique des trains est celui-ci. Ça correspond au tracé de tous les trains qui doivent circuler dans leur horaire théorique. Mais bien sûr, ce serait trop beau. L'horaire théorique n'est pas toujours respecté et il faut savoir ce qu'il faut faire dans la mesure où il y a des mesures à prendre pour que la circulation se fasse le mieux possible. Aussi, l'opérateur de régulation qui est ici trace les trains au fur et à mesure qu'ils circulent d'après les renseignements qui lui sont fournis par les gares. Et il prend les mesures nécessaires pour faire circuler, soit en arrêtant certains trains pour en faire passer d'autres, soit en les faisant doubler. Nous sommes comme sur la route où on tâche de passer d'une file sur l'autre pour circuler le mieux possible. Pour les cheminots de la gare d'Austerlitz, les grands départs, c'est la routine dans l'exceptionnel. Faire circuler 800 trains par jour, soit 40 par heure dans chaque sens, c'est une surchauffe que l'on sait prévoir. Cela représente aussi une manipulation de 35 000 bagages par jour. Les réservations téléphoniques, quant à elles, atteignent le chiffre de 7 à 8 000 par jour et les demandes de renseignements 30 000. Au 47-75 du 31 juillet, 3 premières La Rochelle. Départ de Paris à 23h43. En période normale, combien avez-vous de personnel ici? En période normale, une trentaine d'agents. Et maintenant? Et maintenant, alors là, nous gravitons entre 90 et 95. Il faut vous dire que la gare d'Austerlitz, où l'on gère habituellement environ 1100 agents, nous devons en recruter 300 de plus, de façon à faire face à ces problèmes de pointe. Les 300 étant pris avec, parmi le personnel saisonnier, un personnel estudiantin en majeure partie, qui nous pose, vous devez vous en douter, des problèmes d'embauchage, de formation et de mise en place. En période de pointe, le matériel roulant est soumis à d'incessantes rotations. Faute de place, certains trains stationnent en province et remontent à vide peu de temps avant un nouveau départ. Les grands rapides, eux, entre chaque rotation, subissent des vérifications techniques de sécurité. Celui-ci, par exemple, sera remis à quai 3 heures après son arrivée et, tandis qu'à bord la vie continue, on procède sur fosse au remplacement systématique des pièces usées. Attention au départ. Pendant ce temps, les motrices rejoignent le dépôt où elles seront reprogrammées et reclassées en fonction des trains qu'elles auront attirés. Au dépôt de Paris, 50 machines supplémentaires sont mobilisées. Plus de 300 circuleront sur le réseau sud-ouest et pratiquement aucun congé n'est accordé aux agents de conduite pendant cette période. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser tout le matériel qui existe? Oh oui.
et même le plus ancien que l'on peut récupérer de droite et de gauche, toutes les machines que l'on peut récupérer sont utilisées. À quelques centaines de mètres de là, le chantier de formation des rames, où l'on conduit les wagons après le passage sur les fosses. Ici, la course contre la montre continue et le nettoyage se déroule à un rythme impressionnant, tout aussi impressionnant que la quantité de saleté extraite des wagons. C'est ici également que les trains sont raccourcis ou rallongés en fonction des réservations prévues. Voiture bar et voiture au restaurant de Paris à Bordeaux. Les périodes chargées ont aussi leurs heures de pointe. À partir de 17 h, les machines quittent le dépôt au rythme d'une toutes les 3 minutes. Parallèlement, les rames sont mises à quai une demi-heure avant le départ. Il convient alors de ne pas se tromper dans l'acheminement du matériel. C'est le poste d'aiguillage principal qui coordonne ces mouvements complexes, d'autant plus complexes qu'il faut conjointement assurer les arrivées et les départs du trafic grande ligne et banlieue. On amène celle qui sort du dépôt, puis il prend sa machine et l'autre entre l'autre. Non, voyez, prends-la. Bon, allez, descends tout. Vous qui prendrez peut-être ce train, songez aussi à celui qui conduit 700 ou 800 personnes vers le soleil, tout en assurant à chaque seconde leur sécurité à près de 200 km/h. Le chapitre des prisons. L'agitation a continué aujourd'hui à Vars, près de Grenoble. Hier, dans la maison d'arrêt d'Avignon, une mutinerie s'était déclenchée à 19h40. Le calme a été rétabli 3 heures plus tard. Nous vous montrerons dans quelques instants un reportage filmé. Je vous rappelle ce que disait hier le président de la République. La réforme pénitentiaire demeure à l'ordre du jour, mais elle est différée. Elle sera réalisée avec détermination, mais pas avant que le calme ait été rétabli. En tout cas, le Conseil des ministres d'hier a adopté les principes de la réforme proposée par M. Le Canuet, garde des Sceaux. En fait, les désordres que l'on constate depuis 3 semaines environ n'éclaircissent pas la situation, ils la compliquent. M. Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vient de demander au garde des Sceaux une prolongation de la garde à vue de 48 heures dans les affaires criminelles, et on l'apprend de sources autorisées. Dans une note adressée hier au préfet des départements, M. Poniatowski rappelait le code de procédure pénale qui autorise les membres du service d'ordre, et particulièrement les gendarmes, à faire feu sur tout prisonnier de droit commun qui essayerait de s'évader. Ce matin, il revient sur la réforme, met les points sur les i, je le cite. La réforme du système pénitentiaire est actuellement empêchée par les prisonniers eux-mêmes. Elle ne pourra aboutir que lorsque le calme sera revenu. Le gouvernement ne cédera ni au chantage, ni aux pressions de toutes sortes. C'est M. Mousset, porte-parole du ministre d'État, qui rapporte cette déclaration, et M. Poniatowski a prié le préfet du Nord d'ouvrir la prison de Loos-les-Lilles au public, afin que celui-ci se rende compte des dégâts commis par les prisonniers. Le ministre de l'Intérieur a envoyé au préfet du Vaucluse, à Avignon, des instructions lui demandant que les prisonniers nettoient et assainissent eux-mêmes leur prison après les sérieux incidents d'hier soir. Des dizaines de détenus sont montés sur les toits de la maison d'arrêt Sainte-Anne d'Avignon où se trouvent principalement des prévenus. Presque tous les hommes incarcérés ont réussi à quitter leurs cellules et se sont réfugiés sur les toits peu après 20 heures. Les détenus de cette prison située dans le vieux quartier d'Avignon, non loin du Palais des Papes, ont fait savoir qu'ils protestaient contre leurs mauvaises conditions de vie. L'assaut a été donné peu après 21 heures. Les mutins ont lancé des tuiles sur les forces de l'ordre qui ripostaient à l'aide de grenades lacrymogènes. À 22 heures, les policiers contrôlaient la situation. Plusieurs hommes ont été blessés de part et d'autre au cours de la charge et les dégâts matériels sont lourds. Commandant de la CRS 60 assurera commandement du groupe de compagnie CRS 44 60. Les gardiens.
Majoration de 12,9% des allocations familiales à partir d'aujourd'hui. C'est ce que vient d'annoncer Michel Durafour, le ministre du Travail, au cours d'une conférence de presse. Une mesure qui intéresse près de 4 300 000 familles. 1 franc, c'est le prix depuis ce matin de la plupart des quotidiens parisiens. Le Figaro, l'Aurore, Combat, le Parisien libéré et François, vous les paierez désormais 1 franc. L'Humanité passe de 1 franc à 1 franc 20. Le Monde et le Quotidien de Paris qui coûtaient déjà 1 franc. Cette augmentation est due aux charges accrues de la profession, notamment la hausse des prix de l'énergie et du papier. Il s'agit de promouvoir la plus large coopération, allant même dans certains secteurs jusqu'au transfert de souveraineté, mais dans le respect de la personnalité de chacune des nations qui composent l'Europe. Plus que jamais, nous devons renforcer la solidarité entre les pays de la communauté européenne. Cette phrase prononcée hier soir par M. Chirac au cours des toasts du dîner de Christiansborg a provoqué un peu de surprise parmi les journalistes présents. C'est la première fois en effet que le terme transfert de souveraineté est employé par un ministre français. M. Chirac répondait ainsi au toast porté par M. Hartling, qui précisait que parmi les tâches à l'ordre du jour de la communauté européenne pendant la présidence française se trouvait celle de définir l'Union européenne. De cette union, il en a aussi été question au cours du premier entretien politique entre les deux premiers ministres qui a eu lieu ce matin, et peut-être question également de la vente par la France d'une 60aine de Mirage F1, marché pour lequel la France est en compétition avec la Suède et les États-Unis. Les problèmes agricoles de la communauté des Neufs ont également été abordés ce matin. Ils le sont en ce moment même à Bornholm, la résidence du ministre de l'Agriculture danois, dont M. Chirac est l'invité. En Grèce, les constitutions élaborées durant le régime militaire sont abolies. C'est la constitution démocratique de 1952 qui va être rétablie, mais dans la forme républicaine, la question monarchique, c'est-à-dire le retour ou le non-retour du roi Constantin, sera résolue par un référendum dont la date n'est pas encore connue. Chypre, au Conseil de sécurité de l'ONU, l'URSS a opposé son veto à une résolution soutenue entre autres par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, et qui invitait le secrétaire général, M. Kurt Waldheim, à faire appliquer immédiatement l'accord de Genève sur Chypre, réalisé il y a 48 heures. L'action de la force d'urgence des casques bleus de l'ONU dans l'île est donc bloquée momentanément. Le délégué soviétique, M. Malik, veut étudier l'accord en détail. Proche-Orient, le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Rabin, a affirmé que la situation actuelle ne pouvait durer longtemps et que le risque de reprise des hostilités était réel. Il a établi une distinction entre l'Égypte, avec laquelle, a-t-il dit, une solution politique ne rencontre aucun obstacle réel, la Syrie qui, dit-il, au contraire, ne s'engage pas dans la voie de la paix, et la Jordanie, avec laquelle un compromis pourrait être conclu. M. Rabin veut en tout cas qu'Israël reste vigilant encore longtemps et accroisse au maximum ses forces. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Ismail Fahmy, déclare dans une interview publiée au Caire par Al-Goumouria qu'une reprise des hostilités entre Arabes et Israéliens est peu probable, mais il demande à tous les pays arabes d'adopter une position commune, car la possibilité d'une reprise de la guerre ne doit pas, a-t-il dit, être exclue. Grâce aux 2 nouvelles pièces frappées dans l'usine de la Monnaie à Pessac, vous pourrez à la fin de l'année offrir vos étrennes en espèces sonnantes et trébuchantes, acquitter de même vos achats, voire vos impôts, ou encore remplir vos tirelires au poids. D'abord, la nouvelle pièce de 10 francs. Son but avoué, remplacer l'introuvable pièce d'argent raflée par les collectionneurs. Elle sera en cupronickel d'un poids de 10 grammes, adapté au distributeur automatique. Son graphisme est dû au talent de Georges Mathieu, premier prix du concours. J'ai pensé que jamais, curieusement, on avait représenté le visage physique de la France. On avait toujours utilisé des allusions, c'est-à-dire des allégories, des symboles. On a représenté la France par Marianne, on l'a représenté par la semeuse. Mais peut-être fallait-il attendre l'avion pour avoir cette vision de la France que les passagers des avions peuvent voir en étant suffisamment haut. Mais il est certain que la France avait ce privilège d'avoir des contours assez gracieux, n'est-ce pas, que, étant donné le règlement, j'ai aussi essayé de rendre plus gracieux encore, en le stylisant à ma façon. Et donc, sur
l'une des faces. Le projet qui est retenu représente donc ce visage de la France avec ce rayonnement qui est là, symbolique du rayonnement culturel de notre pays, avec l'intégration de la Corse qui fait partie intégrante ici et peut-être pour la première fois de façon aussi manifeste de la France. Et pour la première fois, une pièce d'argent de 50 francs au poids de 30 grammes. Son symbolisme date de la Convention. Incarné par Hercule, le peuple rapproche l'égalité de la liberté. Il en sera tiré 4 millions d'exemplaires dès cette année, autant l'an prochain. Nous pensons que cette pièce circulera, mais il est bien évident que la pièce de 50 francs en argent est plutôt une pièce de collection, alors que la pièce de 10 francs, du fait de son format et de ses caractéristiques électromagnétiques, est une pièce de grande utilité. Après s'être décentralisés à Vittel 2 années de suite, les championnats de France de natation retrouvent à partir d'aujourd'hui le stade Georges Valeret, ex-piscine des Tourelles, créé il y a exactement 50 ans à l'occasion des Jeux Olympiques de 1924. Près de 400 nageurs et nageuses, toute l'élite de notre natation disputeront ces championnats qui dureront 5 jours. Championnat particulièrement important cette année, puisqu'il se situe à moins de 3 semaines des championnats d'Europe de Vienne. Pour nos vedettes, Rousseau, Lazaro, Lalo, Combé, Guylaine Berger, Sylvie Lenoac, ce sera l'occasion d'une mise au point avant Vienne. Mais beaucoup d'autres espèrent aussi gagner leur billet pour les championnats d'Europe. Ces championnats de France sont la dernière chance des nageurs français de réaliser les minima qui leur sont imposés pour les championnats d'Europe. Ces championnats d'Europe qui vont se situer à un excellent niveau, puisqu'aussi bien, d'après nos estimations, nous pensons qu'il faudra, pour entrer en finale des championnats d'Europe, réaliser les mêmes temps que ceux qui étaient nécessaires pour entrer en finale des championnats du monde l'année dernière. C'est dire les progrès de la natation européenne, bien que les nageurs français aient progressé dans des proportions sensibles, puisqu'aussi bien ils ont battu 17 records nationaux cet hiver, il est vraisemblable que nos ambitions seront encore modestes. Champion d'Europe du 100 mètres nage libre en 1970 à Barcelone, vice-champion du monde l'année dernière, Michel Rousseau sera une nouvelle fois la grande vedette de ces championnats. Cette année, seuls le soviétique Bure et l'allemand de l'Ouest Nock ont fait mieux que lui sur cette distance en Europe. Alors vous allez défendre votre titre de champion d'Europe? Tout le monde, je vais essayer, ça va être très dur parce que je pense que cette année, il va y avoir des sprinters qui vont être l'égal des meilleurs sprinters américains. Pour la première année, on va avoir un championnat d'Europe de très haute tenue en sprint et sur 100 et 200 mètres nage libre. Pour la médaille d'or, en combien faudra-t-il nager le 100 mètres? Je peux vous dire que le record d'Europe est de 51 secondes 8 dixièmes. On peut penser que pour avoir la médaille d'or et peut-être même pour monter sur le podium, il faudra certainement nager moins de 52 secondes. Vous êtes en forme? Pour l'instant, c'est plus que moyen. J'espère que dans 3 semaines, tout sera arrivé et que tout se passera bien. Football, le championnat de France reprend demain. Les joueurs français, tous les joueurs français ont regardé passionnément le reportage sur la Coupe du Monde pour en prendre de la graine. Quant à nous, ayant promis de vous présenter un certain nombre d'équipes, nous avons commencé hier avec l'Olympique de Marseille, aujourd'hui le Red Star qui vient de remonter en première division. Après une année de purgatoire en deuxième division, le Red Star Olympique retrouve sa place parmi l'élite. Depuis un mois maintenant, dans un cadre verdoyant, la forêt de Montmorency, l'équipe de Saint-Ouen a repris l'entraînement. Un entraînement très poussé, sous la houlette de son entraîneur argentin José Farias, qui aborde cette compétition avec une certaine sérénité. C'est bon, Foufou, là, c'est bravo. Oui, Victor, vamos, là. Et la nouvelle saison elle se présente sous le meilleur auspice parce que nous avons, au point de vue recrutement, nous avons recruté 5 joueurs qui sont extrêmement valables. Et ensuite, je crois quand même qu'on a fait pas mal de choses l'année dernière en début de saison en deuxième division, parce que c'est à ce moment-là justement qu'il fallait, si vous voulez, faire un effectif convenable pour pouvoir jouer la remontée. C'était une première année, si vous voulez, de transition, mais on a formé quand même une équipe qui est capable de tenir normalement la première moitié du tableau.
Première conséquence, le recrutement a été important. 2 départs, Donat et Houan, mais surtout 5 arrivées. Fouché, c'est un très bon gardien même, qui a joué l'année dernière à Nancy, et nous comptons sur lui, avec bien sûr Lodi, je pense qu'il y aura quand même une certaine émulation entre eux. Fuentes, c'est un joueur qui est très vif, c'était peut-être un des seuls, un de peu, ailier gauche, si vous voulez, type, qui a un très bon élément. Bourgeois, je connais déjà, ça fait pas mal de temps, j'ai joué contre lui même quand j'étais joueur. Bourgeois, c'était un très bon élément. Izquierdo, vous savez, il est international amateur, et je pense qu'il viendra très bien, parce qu'à ce moment-là, nous formerons la ligne de 4 derrière, et il nous faudra toujours un élément de valeur. Et Magnusson, tout le monde, et en particulier le public parisien, le connaît très bien, c'est un joueur de génie. Et moi, je le connais à Roger Magnusson depuis quand il est passé en Italie, à la Juventus, quand j'étais là-bas, j'étais à Milan, à ce temps-là. Et puis c'est un joueur il a beaucoup de qualités, beaucoup de capacités, c'est un joueur très intelligent. J'espère que ça va bien marcher. C'est toujours un plaisir pour jouer avec Combin. Oui. On compte beaucoup d'ailleurs sur ce mariage Combin-Magnusson. Oui, j'espère pour faire même avec Combin comme avec Scoblar à Marseille. Autre conséquence, l'agrandissement du stade de Saint-Ouen. Création d'une nouvelle tribune de 7000 places, ce qui porte la contenance du stade à 23 000 places. Suppression de la piste d'athlétisme et enfin, amélioration du confort du spectateur. Bref, rien n'a été laissé au hasard, le Red Star est prêt pour faire une bonne saison en championnat de France de première division. Elle revient d'un long voyage au Japon via Moscou. Elle a pendant tout ce temps reçu 1 800 000 visiteurs. Elle est la plus galvaudée, mais dit-on la plus belle et la plus précieuse, c'est la Joconde. Pour son retour, on lui a préparé une demeure à la James Bond. D'abord, la cabine est étanche. Elle est étanche pour assurer un état hygrométrique à peu près constant. D'autre part, on s'est arrangé également pour qu'il y ait un degré thermique, n'est-ce pas, autour de 20. Et puis troisièmement, la vitrine a aussi un autre effet, c'est de préparer un éclairage plus agréable que celui qu'il y avait avant. On a dit que le verre était un verre par balle, est-ce vrai? Oui, bien sûr. À cet égard, nous prenons aussi certaines sécurités. Mais le tableau lui-même, vous voyez, dans son cadre, a déjà un verre, c'était le verre qu'il avait déjà dans cette salle, et qui est lui-même un verre par balle. Cette très vieille dame doit être protégée contre la pollution occasionnée par les quelques 3 millions d'admirateurs qui viennent la voir tous les ans, contre également les déséquilibrés qui périodiquement tentent de l'attaquer. Elle est menacée comme toutes les choses qui sont très célèbres, les choses et les êtres qui sont très célèbres. Et vous savez pourquoi elle est très célèbre? Parce que c'est certainement le plus beau tableau du monde. Depuis le XVIe siècle, on l'a toujours considéré comme une image de la perfection. Où qu'elle soit et quelle qu'elle soit, la femme ou l'homme qui a servi de modèle à Mona Lisa doit considérer sa gloire avec un certain sourire. Et celui de la Joconde demeure toujours énigmatique. Julien Green, qui est américain, est l'un des membres de l'Académie française qui sont d'origine étrangère, les autres étant Joseph Kessel et Henri Troyat, qui sont d'origine russe, ce qui prouverait, pour parler comme Rivarol, l'universalité de la langue française. Julien Green accorde très rarement des interviews. Celle que voici à propos de la publication de son journal intime n'en est que plus intéressante. Notre bibliothèque du téléspectateur est consacrée aujourd'hui à un écrivain que vous ne voyez que très rarement sur votre petit écran et qui a accepté de nous recevoir, Julien Green. Julien Green vient de faire paraître chez Plon Jeunesse. Ce livre évoque, comme son nom l'indique, des années d'adolescence, mais des années d'adolescence qui ont profondément marqué sa vie à son retour des États-Unis. Des années généralement qualifiées d'heureuses et qui ne le furent pas pour Julien Green. Oui, elles auraient dû être heureuses. Ce sont les années de 1922 à 1925, j'avais donc de 22 à 24 ans. J'aurais dû être heureux, je ne l'étais pas, parce que j'avais eu un amour malheureux en Amérique. Et j'avais cette tristesse qui ne me quittait pas. Quand je suis arrivé en France, j'étais heureux d'être revenu en France, mais je regrettais l'Amérique, en particulier une personne qui était en Amérique. Et ce regret a profondément bouleversé d'ailleurs ces années-là. Oui, elles ont été marquées par cette tristesse. Mais en même temps, j'étais heureux parce que j'étais jeune. J'avais, mettons, des dispositions pour le bonheur.
j'étais plutôt optimiste et j'avais beaucoup de projets en tête, des projets littéraires. Mais je subissais aussi une crise religieuse très profonde qui était en contradiction avec ce que je pourrais appeler les passions de la jeunesse, c'est-à-dire cet instinct charnel qui était très fort chez moi, comme il est chez les garçons de cet âge. Et il en résultait un conflit très pénible, ce qui fait que ces années ont été plutôt tristes. J'ai commencé ma carrière à une époque assez triste de ma vie, une époque de déception. C'est peut-être pour ça que mes premiers romans étaient noirs, mais ils n'ont jamais cessé de l'être. La lutte du charnel et du spirituel. Oui, c'est pénible. Vous écrivez même, je crois, j'avais choisi le bien, mais le mal m'attirait irrésistiblement. C'est le cas de beaucoup de garçons de cet âge, qui ont des aspirations spirituelles et qui, malgré tout, sentent l'aiguillon de l'instinct sexuel. C'est inévitable. Dans ce livre, pour la première fois, vous vous livrez totalement. Vous parlez avec une franchise extrême. Sans réticence. Parce que je crois que... Ou bien, si je voulais résumer ça en une formule, je dirais ou tout dire ou se taire. Personne ne m'obligeait à écrire cette autobiographie. J'y ai été poussé par le désir d'écrire. Sait-on pourquoi on écrit des livres? C'est quelque chose de très profond. Mais une fois que je me suis engagé dans cette voie, qui était, mettons, la voie des aveux, je ne pouvais pas m'arrêter à mi-chemin. Il fallait aller jusqu'au bout et tout dire. Mais dans ce cas particulier, n'est-il pas une sorte de manque de pudeur, peut-être? Je ne trouve pas. Je trouve que l'impudeur serait dans le ton, dans la façon de parler de ces choses, et, si je puis dire, d'une façon exhibitionniste. J'ai essayé, au contraire, j'espère y avoir réussi, j'ai essayé de tout dire de la façon la plus nette, mais en même temps avec une certaine retenue dans l'expression. Le choix des mots est très important dans un cas pareil. Avez-vous hésité à écrire ce livre? Oui, j'ai hésité, parce que je m'engageais dans une voie un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'il fallait que je parle de personnes que j'ai connues et qui sont encore en vie, et que j'en parle dans ce livre. Alors, évidemment, j'ai fait ce que l'on fait toujours dans un cas pareil, j'ai changé des noms, simplement, ou j'ai, supprimé la description physique, de sorte qu'il y a une sorte de masque là, mais c'est obligatoire. Il y a une phrase que j'ai retenue plus particulièrement, car je l'aime beaucoup. Se promener dans un passé aussi lointain, c'est suivre l'enterrement d'un jeune homme et courir après son fantôme. Oui, il y a de quoi assombrir une jeunesse, là, hein. Et c'est ce qui s'est passé. Mais il est certain que je n'ai jamais oublié le personnage en question, le garçon, car il s'est suicidé d'un garçon, bien sûr, que j'ai appelé Marc, et qui vit encore, et qui ne lira jamais ce livre. Il ne sait pas un mot de français, par conséquent. Je crois que le risque n'est pas grand. C'est le récit d'un grand amour-passion. Exactement, oui. C'est cela. Est-ce l'écrivain d'aujourd'hui qui a écrit ce livre, ou bien le garçon de 23 ans, de 24 ans que vous étiez? Là, c'est une question très intéressante, parce que c'est une question qui se pose aussi bien pour le romancier que pour l'auteur de l'autobiographie. Un romancier ne peut pas ne pas devenir le héros de ses romans, n'est-ce pas? C'est presque irrésistible. Et alors, quand ce roman est le roman de sa vie, comment voulez-vous qu'il ne soit pas de nouveau le jeune homme qu'il était? Alors, c'est l'homme de 74 qui a écrit ce livre, mais en réalité, c'est le garçon de 23 ans qui l'a, si je puis dire, dicté. Et là, c'est d'autant plus vrai que certaines opinions exprimées dans ce livre
sont des opinions excessives, surtout en ce qui concerne la littérature, et que je ne désavoue pas complètement, mais que je ne formulerai pas de la même manière aujourd'hui. Il y a le ton de la jeunesse là-dedans, le ton du garçon de 23 ans. Vous êtes académicien, Julien Green, qu'est-ce que cela représente pour vous? Eh bien, j'en suis très heureux parce que je suis malgré tout un écrivain qui vient d'ailleurs, n'est-ce pas? Et j'ai été accueilli par l'Académie française comme un écrivain français. Et je voulais être et je veux être un écrivain français. La corbeille des agents de change est d'actualité ce matin puisque le rapport du Conseil des impôts présidé par M. Désiré Arnaud, président de la Cour des comptes, a révélé que 50 agents de change sur les 3000 Français qui ont déclaré plus de 400 000 francs de revenus imposables en 70, eh bien ces 50 agents de change faisaient partie de ces 3000 Français, donc les plus fortunés. La Bourse de Paris aujourd'hui est encore hésitante, mais tout de même beaucoup moins irrégulière que les deux grands marchés pilotes dans le monde, la Bourse de New York et la Bourse de Londres, qui continuent de baisser. En effet, à Londres, il semble que la situation soit encore très noire, puisque la Bourse de Londres a baissé de 55% depuis janvier 1973. C'est tout de même une chute terrible. On s'inquiète maintenant d'un nouveau projet des travaillistes de nationaliser les chantiers navals. Il y a le déficit des services publics comme le service des postes ou la régie électrique, et l'on parle de plus en plus d'élections pour octobre. À New York, eh bien, Wall Street est au plus bas depuis 4 ans. Bien entendu, ce sont les retombées de l'affaire de Watergate qui pèsent également sur la tenue de la bourse de New York. Les valeurs françaises, vous avez vu, enregistrent des écarts tout de même assez modestes. C'est plutôt un effritement qu'une baisse, mais tout de même, après la reprise des valeurs françaises, on s'attendait à une certaine consolidation du mouvement, donc il y a là une déception. Une commande importante pour l'industrie française qui vient du RSS et qui va profiter à Creusot-Loire. En effet, l'organisme du commerce extérieur soviétique a commandé 2 usines d'ammoniac, l'une pour l'Ukraine, l'autre pour la Sibérie. Ce sont 2 contrats qui représentent 1 milliard de francs. Vous voyez des baisses sur Poquelin par exemple, moins 24 francs, Général de Fonderie, Babcock-Fives, Bouygues dans les travaux publics. Tout ce secteur des travaux publics est d'ailleurs actuellement dans une situation assez délicate sur le plan des trésoreries. Le président du Crédit commercial de France a écrit à ses actionnaires pour leur annoncer que le bénéfice de l'établissement était en augmentation de 45% depuis le début de l'année. Ceci tout de même mérite explication. Cela tient à la fois à la hausse des taux d'intérêt, mais également au développement des dépôts qui représentent un taux annuel d'augmentation de 22%. Mais surtout, M. Merlin a voulu rassurer. On avait parlé de rumeurs, de perte de change. Tout ceci est tout à fait inexact. Je cite des extraits de cette lettre. Nous avons été toujours très prudents dans le choix de notre politique. En effet, nous pratiquons une politique très rigoureuse qui sélectionne strictement nos correspondants de façon à éviter des débiteurs, que ces débiteurs prennent trop de risques. Sur le marché de l'or, le lingot a franchi la barre de 24 400 francs, alors que le Napoléon gagne 1 franc à 251 francs 50. L'emprunt Giscard, dans la foulée, a progressé ce matin à 474 francs. Voilà pour la Bourse de Paris. À vous, Léon Zitrone. Merci. Une dépêche d'Addis Abeba, Éthiopie, l'épuration continue. L'ancien Premier ministre, M. McConnell, figure au nombre des personnes arrêtées ce matin. Le temps pour demain, de la Bretagne à la Flandre, ciel nuageux, pluie par intermittence, orage possible. Ailleurs, ma foi, soleil et chaleur dans la journée, après des brumes matinales. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère que nous nous retrouverons à 19h45. Merci.